Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Lorsqu'après avoir pris sa douche, Edmond Favreau voulut ouvrir la porte de la salle de bain, la poignée lui resta dans la main. Et il se retrouva enfermé à l'intérieur, comme dans une comédie de boulevard. Edmond Favreau se mit à appeler à l'aide, mais en fait il ne s'attendait pas vraiment à recevoir de réponse. La maison était fermée pour l'été. Il était le dernier à quitter les lieux. Sa femme, ses deux enfants, la bonne et la cuisinière, étaient tous partis. Les membres de la maisonnée se dispersant en divers endroits pour la période des grandes vacances. Il était d'ailleurs lui-même sur le point de partir pour son chalet dans les Pyrénées, afin de travailler à son livre. La salle de bain, petite et étroite, faisait en gros 1,80 m sur 3 mètres. Elle se trouvait au sous-sol de la vieille maison et n'avait pas de fenêtre. Personne à l'extérieur ne pouvait entendre ses cris. Il n'avait aucun outil à sa disposition. La porte, impossible à ouvrir, était épaisse et résistante avec toutes les garanties de solidité et de finition qu'offraient les portes à l'ancienne. Edmond Favreau, 53 ans, homme d'ordinaire hautain et acerbe, se mit à appeler à l'aide d'une voix de plus en plus aiguë en martelant violemment la porte de ses poings. Lorsqu'il entendit le léger frôlement, il était affalé par terre, dans son peignoir pourpre, ne sachant trop combien de temps s'était écoulé. Il tourna la tête et vit un petit bout de papier blanc qu'on avait glissé sous la porte. Il le ramassa et lut le message tapé à la machine. « Cher pingre, si tu veux sortir de là, espèce de salaud, signe ce chèque. Une signature authentique. » Et c'était signé Barberousse. Après avoir lu le billet, Edmond Favreau s'aperçut que l'un de ses chèques vierges avait été passé sous la porte avec un stylo. Alors, il comprit tout. « Annick! Enfin, tout ça est puéril et stupide. Tu sais à quel point je déteste les farces. Ouvre cette porte immédiatement. » Plusieurs secondes passèrent. « J'attends, Annick. Tu m'entends? Je suis très fâché contre toi. Allons, dépêche-toi d'ouvrir cette porte. » C'est vrai, Annick avait toujours été puérile. Ce trait de caractère, déjà difficilement supportable quand elle était jeune et jolie, devenait parfaitement insoutenable maintenant qu'elle était moins jolie et qu'elle frisait la quarantaine. Et heureusement, elle était toujours aussi riche. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il l'avait épousée 18 ans auparavant. Sitôt marié, il s'était consacré à la gestion de la fortune de son épouse et à l'écriture du chef-d'œuvre qu'il portait en lui, il en était certain. Annick avait donné naissance à 2 enfants désordonnés et bruyants, un garçon et une fille qui avaient maintenant respectivement 10 et 9 ans. Annick était aujourd'hui plus grassouillette, plus nerveuse, mais toujours gentille et facile à intimider. Lui était plus maigre, plus sec, et il n'avait toujours pas livré son chef-d'œuvre, mais ça ne saurait tarder. « Annick, laisse-moi sortir! Dépêche-toi!
Qu'est-ce qui te prend, voyons? Annick! Edmond renonça à donner des ordres. Il était fermement résolu à ne pas donner à sa femme la satisfaction de l'entendre supplier. Finalement, un autre message apparut sous la porte. « Crétin, signe ce chèque ou tu mourras, sale vache. C'est ta dernière chance, vieil avare. » Signé Barberousse. Tout comme le premier billet, celui-ci était bourré de fautes d'orthographe. C'était grotesque. Tout à fait le genre d'Annick. Les fautes d'orthographe étaient-elles intentionnelles ou imputables à son incompétence congénitale? Peut-être essayait-elle de lui faire croire que l'auteur de cette stupide plaisanterie était quelqu'un d'autre, mais qui? Henri? Catherine? Leurs enfants? Non. Henri et Catherine s'étaient arrangés pour passer une semaine chez leurs amis, les Cabrel, avant de partir en camp de vacances, chez les scouts. Un camp de vacances très huppé, mais horriblement coûteux. Par souci d'économie, d'ailleurs, Edmond avait refusé de donner aux deux enfants de l'argent de poche pour s'acheter des bonbons et des jus de fruits à la boutique du camp. Pas de gaspillage. Bien sûr, il y avait Sophie. Ah, Sophie. Edmond avait toujours eu beaucoup plus de succès avec les secrétaires qu'avec sa muse. Mais les muses, il en était convaincu, n'écrivaient pas de lettres désagréables après une rupture, ni ne téléphonaient en larmes au beau milieu de la nuit, et ne passaient pas leur temps à réclamer de l'argent. De toute manière, Sophie était chez ses parents, sur la Côte d'Azur. Non, ça ne pouvait être qu'Annick. Elle n'était pas, comme elle l'avait prétendu, partie chez sa sœur Martine la veille. Martine était la première sœur chez qui Annick devait faire étape durant l'été. Il y avait en tout 5 sœurs, avec 5 maisons et 5 brochettes de beaux-frères, de neveux et nièces. Annick avait bourré la voiture de bagages, de raquettes de tennis, de cadeaux pour les neveux et nièces. Elle avait tressé en queue de cheval ses cheveux blondasses, enfilé un jean et un sweatshirt, et, à sa grande surprise, elle était redevenue la jeune fille épanouie, débordante de gaieté qu'il avait connue à la fac. Donc, Annick n'était pas allée chez sa sœur Martine. Elle était revenue en secret. Et pourquoi? Voulait-elle se venger de la vie qu'il lui faisait mener? Ça, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Prisonnier dans sa salle de bain, Edmond Favreau se demande qui est la mystérieuse personne qui le séquestre et qui lui fait passer des messages sous la porte exigeant des chèques en blanc signés pour sa libération. Sa femme, Annick, serait-elle revenue de vacances? Mais pour quel motif? La vengeance, c'est certain. Elle lui faisait payer toutes les misères qu'il lui avait fait subir, les brimades, les critiques cinglantes, les humiliations en public et en privé. Elle lui faisait payer le fait qu'il la dominait en tout. Elle se vengeait des aventures qu'il avait eues avec ses secrétaires, de la façon dont il traitait les enfants. À présent, elle le tenait. Il était pris au piège. Elle devait savourer son triomphe, jubiler silencieusement derrière la lourde porte. Il l'avait sous-estimée. Il l'avait toujours considérée comme une femme effacée, faible, inoffensive, gentille, en un mot, nulle. Mais maintenant, il avait presque du respect pour elle. Il signa le chèque en blanc et le poussa sous la porte. Et il attendit que la porte s'ouvre. « Annick, s'il te plaît !» Toujours rien. Au prix d'un gros effort, il cessa d'appeler sa femme.
Il n'aurait su dire combien de temps s'était écoulé. Des heures et des heures, certainement. 3 autres chèques avaient été glissés sous la porte, et il y avait eu un autre message, toujours bourré de fautes d'orthographe. « Radin, merci quand même, salopard. Signe encore cela, sinon... » Signé Barberousse. Et tous les chèques étaient vierges. Soudain, Edmond se figea, regardant avec stupéfaction le nom de la banque qui était inscrit sur les chèques. Il s'en apercevait seulement maintenant. C'était sa banque à lui, son compte personnel, non le compte commun qu'il partageait avec Annick. C'était son compte secret qu'il avait édifié grâce à des prélèvements suprêmement habiles et indétectables, enfin du moins l'avait-il cru, effectués sur leur compte commun, c'est-à-dire sur l'argent d'Annick, et transférés sur un autre compte dans une autre banque, son compte secret. Il aurait juré qu'une femme aussi confiante et stupide qu'Annick ne se douterait jamais de rien. Et pourtant, elle savait. Elle avait découvert le poteau rose. Mais alors, elle pouvait retirer jusqu'au dernier centime qu'il avait sur son compte. Cet argent qu'il lui avait patiemment volé pendant toutes ces années, son argent à lui. Elle pouvait le ruiner avec ses maudits chèques en blanc. Oh, la garce. Là, elle allait trop loin, beaucoup trop loin. Il la tuerait. Il la tuerait, c'était décidé. Il se recroquevilla dans sa robe de chambre, à genoux sur le carrelage. Il avait signé les 3 chèques. Les jours avaient passé, mais dans cette pièce dépourvue de fenêtre, il n'aurait su dire exactement combien. Il pouvait se désaltérer avec l'eau du robinet, mais il n'avait rien mangé, rien. La porte demeurait obstinément close. Il n'y avait plus le moindre bruit de l'autre côté de la porte. Il avait collé son oreille contre le panneau, retenant son souffle. En vain. Peu à peu, il en vint à penser qu'elle avait peut-être l'intention de le tuer. Pas seulement de le punir, de lui prendre son argent, de l'humilier avant de le libérer, non, non, l'intention de l'assassiner, de le laisser mourir de faim. L'ironie de la situation, c'était qu'elle pourrait le tuer en toute impunité. Ouais. Annick, cette femme idiote, dépourvue totalement d'imagination, pourrait commettre le crime parfait. La seule et unique chose qu'elle aurait réussi dans sa vie, ce serait le meurtre de son mari. Bien sûr, la police conclurait à un accident stupide. Si jamais il sortait vivant de là, il ne mettrait plus jamais les pieds dans une salle de bain. Mon Dieu. Mourir de faim. Brusquement, il y eut un léger frôlement. Un autre chèque apparut sous la porte. Et il s'empressa de le signer. Il n'aurait su dire combien de temps il avait sangloté, crié, supplié. Le visage qu'il vit dans la glace au-dessus du lavabo était méconnaissable. C'était une autre personne qu'Edmond Favreau qui était pris au piège et qui hurlait et martelait la porte à coups redoublés. Il s'allongea sur le carrelage et somnola. Il rêva de foie gras, de volaille, de madère, de bon vin. Il fit des cauchemars. Il se mit à crier « Je t'aurai, je te punirai, je te ferai payer ce que tu m'as fait. Tu le regretteras, tu verras. Attends seulement que je sorte de là. Je t'apprendrai, moi, tu le regretteras. » Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai emprunté cet argent, d'accord. Je l'ai pris, je l'ai volé, je l'admets. Je suis un voleur, j'avoue tout, je suis un voleur. Annick, comment peux-tu être si cruelle?
Ouvre-moi, je t'en prie, ouvre-moi, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Laisse-moi sortir, je t'implore à genoux, s'il te plaît, Annick. Pardonne-moi. Tu pourras faire tout ce que tu voudras, je te donnerai tout ce que tu voudras, mais laisse-moi sortir. L'argent est à toi, entièrement à toi. Je ne me mêlerai plus de l'éducation des enfants, je t'en supplie, Annick, ouvre-moi. À présent, il gisait sur le carrelage de la salle de bain, recroquevillé en chien de fusil. Il avait cessé de jurer, de sangloter, d'implorer, de prier. Le regard vide, il contemplait le mur en battant des paupières de temps à autre. Soudain, un bruit. Il tourna la tête et observa la porte. Elle était entrebâillée. Il la fixa un moment, les yeux vitreux, comme s'il avait du mal à enregistrer ce qu'il voyait. Enfin, il déplia son corps maigre avec précaution, comme pour éviter d'effaroucher la porte. Puis brusquement, il poussa un cri aigu et trotta à 4 pattes vers le seuil. Il s'échappa. Il était libre. Un peu plus tard, Edmond Favreau se mit péniblement debout. Il resta quelques secondes immobile, le visage dépourvu de toute expression. Enfin, il entreprit d'épousseter son peignoir avec les mains, lentement, puis de plus en plus vite. Armé d'un revolver de calibre 22, Edmond Favreau tenta de tuer son épouse Annick, tandis que celle-ci, attablée avec sa sœur Martine dans un restaurant bordelais très huppé, dégustait une délicieuse lamproie. Edmond Favreau n'était pas rasé et portait pour tout vêtement un peignoir pourpre. Il parvint à tirer une fois, plus ou moins au jugé. La balle atteignit un serveur qui pourtant avait repéré cet étrange client. La balle égratigna le bras du dit serveur, faisant voler en éclats une bouteille de Lafite Rothschild 1975, que le serveur portait sur un plateau. Des dégustateurs scandalisés se jetèrent sur Edmond Favreau et, dans leur juste indignation, le désarmèrent sans ménagement. Quand ils arrivèrent, les policiers secoururent Edmond Favreau et lui signifièrent son arrestation pour tentative de meurtre et divers autres délits. Edmond Favreau allait passer de nombreuses années derrière les barreaux. Tandis que la police l'emmenait de force, Favreau cria des insultes et des menaces assorties de considérations vengeresses sur les salles de bain en général et la sienne en particulier. Presque au même instant, à des kilomètres de là, Taureau Ailé, le chef de patrouille des scouts de Notre-Dame-des-Flots, déclara en secouant la tête. « Non seulement vous n'êtes pas allé chez Nicolas Cabrel, comme vous aviez promis à vos parents de le faire, non seulement vous êtes resté tout seul chez vous à faire je ne sais quelle sottise, mais en plus vous arrivez avec ça. Ça, campeur, c'est tout simplement une escroquerie. » Le chef de patrouille agitait en l'air une petite liasse de chèques bancaires libellés à l'ordre de Barberousse. Taureau Ailé regarda avec sévérité les deux enfants Favreau, chacun arborant allègrement une Barberousse. « Que va dire votre père, hein ?» Le chef de patrouille examina de nouveau les chèques. Il y en avait 5 au total, et la signature qui figurait sur chacun d'eux ressemblait à s'y méprendre à celle de M. Favreau. Les sommes indiquées étaient les suivantes. 6 francs 50, 11 francs, 8 francs 50, 27 francs et 9 francs. Le petit garçon protesta avec vigueur. « Après tout le mal qu'on s'est donné, chef, vous allez quand même pas nous dire qu'avec tout cet argent, on pourra pas s'acheter des bonbons à la boutique du camp. Enfin, tout de même. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus.
Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.